Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci d'être venus en si grand nombre à Saint-Amarin. Avant de commencer proprement dite la conférence, je vais d'abord céder la parole à monsieur le maire de Saint-Amarin pour un mot de bienvenue. Puis ce sera le docteur Schwartz qui interviendra. Donc merci, je vais passer la parole à monsieur le maire. Docteur Laurent Schwartz, Monsieur le Président de TET et son épouse, cher Daniel, chère Annette, Mesdames et Messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord, au nom de la ville de Saint-Amarin, de vous saluer toutes et tous et de vous souhaiter une très cordiale, surtout chaleureuse bienvenue ce dimanche soir dans notre complexe culturel du Cap. Toujours aussi impressionnant, nous avons dû ouvrir une salle complémentaire, nous sommes un peu plus de 700 personnes ou environ 700 personnes, tout simplement impressionnant. Merci à vous, cher public, d'avoir répondu donc aussi nombreux à cette nouvelle conférence organisée par nos amis de TET. Mais c'est aussi un véritable honneur pour notre commune d'avoir pu participer de cette grande famille de citoyens bénévoles engagés
En tant que maire de Saint-Amarin, je vous suis particulièrement reconnaissant pour vos observations que vous nous faites de temps en temps, vos suggestions qui nous permettent à nous tous d'avoir souvent un autre éclairage, un éclairage averti par des conférences comme celle de ce soir, animées par des bons experts et des bons professionnels. En tout cas, merci pour votre engagement citoyen, merci pour votre enthousiasme et votre envie de faire partager au plus grand nombre. Du fond du cœur aussi, merci au docteur Schwartz d'avoir répondu présent ce soir à Saint-Amarin pour nous amener son expertise sur sa méthode de soigner cette terrible maladie. En conclusion, permettez-moi de vous souhaiter une belle soirée enrichissante à tout point de vue et surtout pleine d'espoir. Merci de votre attention. Au nom de notre association, je vous adresse mes cordiales salutations. Celles-ci vont tout particulièrement à M. Charles Verlaine, maire de Saint-Amarin, qui nous a apporté son total soutien pour l'organisation de cette de la société Active Média chargée de l'enregistrement de cette soirée. Nos remerciements vont également à l'association CAPSA et à son président pour la mise à disposition gratuite de ce magnifique complexe culturel. Un grand merci, bien sûr, aux bénévoles de l'association qui ont œuvré à la réussite de cette journée, et en particulier de sa secrétaire, sans qui, je pense, rien ne serait été possible. Bien sûr, nous exprimons à M. Laurent Schwartz nos vifs remerciements et notre immense gratitude d'avoir accepté notre invitation pour une conférence qui suscite un très grand espoir bien au-delà de notre petite vallée. Il saura, nous l'espérons, répondre aux attentes des uns et des autres et ouvrir un chemin de confiance et d'espérance, même s'il est parsemé d'embûches et d'obstacles multiples. Je ne reviendrai pas sur la vie de notre association, mais sur nos motivations quant à l'organisation du débat de ce soir. Elles sont simples et cruelles à la fois. En moins de 6 ans, 14 de nos adhérents ont été atteints d'un cancer. Seuls 3 d'entre eux sont encore parmi nous. Il y a là, bien sûr, matière à réflexion pour une association qui, depuis 15 ans, organise conférences et débats sur des sujets aussi variés que la pollution de l'air, des sols, les nanotechnologies, les ondes électromagnétiques, le nucléaire, la maladie de Lyme, etc., etc., etc. Certes, à Ture Écologie et Transport, nous n'avons ni la science infuse, ni la connaissance scientifique des spécialistes, mais nous cherchons à cultiver le bon sens et la réflexion. Commençons donc à prendre toutes les mesures possibles pour éviter la survenue de la maladie. Cela s'appelle la prévention. Les travaux du Dr Schwartz vont bien dans ce sens, mais en attendant un grand programme de prévention, il importe d'aider les malades actuels. Entendons-nous bien, nul dénigrement de notre part à l'égard de la médecine actuelle, ni condamnation. Elle réalise quotidiennement des miracles. Elle est irremplaçable pour les infarctus, les AVC, les traumatismes crâniens, etc. Mais pour les cancers, les scléroses en plaques, la maladie d'Alzheimer, la médecine allopathique devrait ou devra accepter d'autres remèdes que ceux proposés par l'industrie pharmaceutique chimique. Il importe de comprendre pourquoi le nombre de cancers ne cesse d'exploser et comment se met en place toute une industrie qui entretient et fait prospérer la maladie. Vous le savez, ce sont de grandes sociétés ayant pignon sur rue qui fabriquent les médicaments censés nous guérir. De même, je rappellerai que l'on a mis 80 ans à interdire l'amiante, alors que dès 1920, sa dangerosité était connue. Et l'amiante continue à tuer chaque jour en France. Quant au tabac, tout le monde connaît les dégâts qu'il provoque, mais au nom de l'emploi, du profit, des bénéfices financiers, on encourage son exploitation. Scénario identique pour l'automobile. La production de voitures diesel qui polluent 3 à 4 fois et même 10 fois plus qu'annoncé participe à la pollution de l'air, encore amplifiée par le réchauffement climatique. Le bilan est saisissant. 48 000 morts prématurés et un préjudice estimé de 3 à 4 milliards d'euros par an pour la société. Passons à présent aux grandes surfaces ou hyper, comme les appellent certains. Dans les rayons d'alimentation, au vu des étiquettes, le consommateur ne sait plus très bien s'il est dans une usine chimique ou un laboratoire pharmaceutique
ou bel et bien dans un magasin de produits alimentaires. En effet, entre la multitude des additifs, émulsifiants, acidifiants, conservateurs, arômes synthétiques, colorants, stabilisants, extracteurs de goût, agents de texture, huile de palme, il n'y a que l'embarras du choix, un véritable inventaire à la Prévert. L'industrie alimentaire est passée maître dans l'art de nous rouler dans la farine, avec ses plats estampillés véritables recettes de grand-mère, artisanales, à l'ancienne, comme autrefois. Comme si ce n'était pas suffisant, les fabricants balancent à présent dans nombre de produits alimentaires, outre les nanoparticules des dioxydes de titanium, pour faire briller les bonbons, rendre plus appétissantes, par exemple, les barquettes de veau William-Saurin. Or, il apparaît que les nanoparticules sont extrêmement dangereuses, car elles peuvent passer la barrière électroencéphalique du cerveau ou se loger au plus profond des alvéoles pulmonaires, risque de cancer assuré. Face à ce désastre sanitaire annoncé et en cours, il est urgent de modifier nos modes d'alimentation. Préférer aux grandes surfaces commerciales les magasins de proximité et les marchés des producteurs locaux. Protéger le label bio dont l'industrie agroalimentaire veut baisser le niveau d'exigence. Quand c'est possible, cultivez de nouveau vous-même vos jardins. Remplacez vos gazons par des potagers. Ou encore, essayez d'agir à ce moment-là dans le cadre des jardins partagés. De plus, nous baignons en permanence dans le smoke électromagnétique, avec la 4G, la 5G, et où en plus, à l'avenir, tout sera connecté. Le lit, la table, le chauffage, le frigo qui nous alertera lorsqu'il n'y aura plus de beurre, comme si nous n'étions pas capables d'ouvrir nos yeux. Et que penser du projet d'équiper toutes les écoles, dès la maternelle, en informatique? Terminons par cette dernière invention du diable, le CRISPR-Cas59, encore appelé les ciseaux de l'ADN. Un outil merveilleux, paraît-il, porteur des plus grands espoirs. C'est du moins ainsi qu'on nous le vend. C'est ainsi qu'on nous le vend, alors que le patron du renseignement américain, c'est un perdreau de l'année, le qualifie d'arme de destruction massive. Face à cette avalanche, quel choix avons-nous? Il n'y en a pas 36 000. Soit nous continuons à courber les chines et à regarder si l'amour est dans le pré, soit nous reprenons notre vie en main et redevenons d'authentiques citoyens, soucieux de la cité, de la santé de tous, en refusant de l'abandonner au lobby pharmaceutique. Dès aujourd'hui, il est de notre responsabilité de soutenir le docteur Schwartz, car sans nul doute, le Conseil national de l'Ordre des médecins cherchera à le discréditer, voire à le détruire. Évoquons seulement Mme Irène Frachon et les résistances, pour ne pas dire les attaques qu'elle a subies avec l'affaire du Mediator, ou le docteur Lorgeril à propos des statines. C'est une vieille habitude dans notre pays. Les chercheurs qui proposent une alternative en sortant des sentiers battus dans lesquels une certaine médecine s'est installée sont trop souvent combattus par le système en place. En clair, dès que le profit des grandes firmes est menacé, tout se passe comme dans la chanson de Guy Béard, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Avant de donner la parole au docteur Laurent Schwartz, nous vous invitons à avoir une pensée pour M. Gebis, le maire de Wildenstein, qui est décédé cette semaine d'un cancer, et pour l'une de nos plus fidèles adhérentes, Christiane Rigoni, qui nous a quittés le 27 décembre dernier, avec un cancer aussi à l'âge de 67 ans. Je vous demanderai non pas une minute de silence ni de vous lever, mais des applaudissements, car c'est sans doute ce qu'elle aurait aimé. Merci. Je vais essayer de vous parler du cancer dans des termes compréhensibles. Ceci dit, le cancer est un métier, en tout cas la cancérologie. Ce métier, comme tout, a sa technicité et il y a un degré de simplification où je ne peux pas aller. Enfin, il y a un moment où
Je pourrais vous perdre dans les détails de la pyruvate déshydrogénase, dont je m'arrêterai à un certain niveau. Pour mes chers confrères ou pour d'autres, je serai tout à fait prêt à rentrer dans ces détails-là, mais ici, je ne peux pas. Je reviens pour la première fois depuis presque une quarantaine d'années, c'est-à-dire mon enfance, dans cette vallée. J'ai passé ma 3e étoile au Markstein il y a bien longtemps, et c'est un souvenir, et je vois combien la vallée a changé. Les usines, malheureusement, sont en partie fermées, et tout d'un coup, tout ceci s'est passé, à mes yeux, très brutalement. Le monde de la médecine, lui aussi, va bouger, et il va bouger brutalement, probablement, mais là, j'espère, pour un mieux et pas pour un moins bien. De revenir dans cette ville ou dans ces villages ou dans ces terres d'Alsace, je suis strasbourgeois d'origine, j'ai fait mes études à Strasbourg, au gymnase, j'ai une amie là dans la salle. C'est extrêmement émouvant. C'est extrêmement émouvant parce que reviennent vers moi mes premiers moments de jeune cancérologue, où à 25 ans, j'étais au 12e étage du CHU de Haute-Pierre, où il y avait le service du professeur Oberlin, et c'était mon premier contact avec la maladie. Et ma première garde a été la première euthanasie que j'ai faite, et c'était la dernière. Et depuis ce moment-là, j'ai à la fois aimé et profondément détesté ce métier de mort. Je me rappelle de plaisanteries faisait un des professeurs de médecine, moi j'étais jeune à l'époque, un malade qui était content d'avoir pris 4 kilos, et dans le sas qui nous permettait d'aller dans sa salle parce qu'il était en aplasie, ce professeur disait s'il avait compris qu'il avait pris 4 kilos de cancer. Et tout ça, pour moi, ça a été la cancérologie à l'époque, avec son infinie violence. Mais je me rappelle encore, c'était en 83, le nom des malades que j'ai suivis. Je me rappelle encore de leur visage, ils ont évidemment bien changé ou ils ne sont plus là. Et cette humanité-là, je m'en rappelle. Je me rappelle aussi de la violence hospitalière, des malades qu'on devait suivre et aimer, et que l'on retrouvait en salle d'autopsie. Je me rappelle de tout ça, et c'est ces moments extrêmement de charnière qui m'ont forgé cette volonté de faire changer le cancer. Je vais vous décrire mon passage à l'acte, c'est-à-dire, dans un premier temps, comment j'ai compris, ou nous avons compris, au certain fond, nous avons compris les limites de la médecine traditionnelle, mais je vais surtout passer plus rapidement à comment, je pense, nous avons compris la vraie nature du cancer. Je voudrais juste dire un mot aussi, pourquoi je suis là. Je suis là par amitié pour les Walter, parce que aussi j'aime, et je crois qu'il est nécessaire de parler aux vrais gens, des vraies choses, de ne pas se cacher derrière son petit doigt. Et le problème du cancer est un problème où nous nous cachons souvent derrière notre doigt. Nous avons peur, les malades ne sont pas au courant de leur dossier, ils viennent avec les tripes nouées, ils ont la trouille, et ça se comprend, ils n'ont pas les éléments de document, et je crois qu'en cancérologie, comme tout dans la vie, il faut savoir dire, il faut savoir parler, il faut savoir expliquer, et surtout, il ne faut pas avoir peur des chiffres. Moi, j'ai passé près de 25 ans à l'école polytechnique dans un monde de matheux, et les chiffres, ça dit tout, pour qui veut les voir. Or, nous sommes dans un monde où nous nous cachons, et nous nous cachons à la réalité, et cette façon de se cacher à la réalité, c'est une façon de la fuir, et par là même de ne pas régler ce qui est potentiellement totalement réglable. Pour revenir à la réalité du cancer, en 1998, j'ai écrit mon premier livre qui s'appelait Métastase, qui était un livre pas méchant d'ailleurs, que j'ai relu, où je n'avais a posteriori pas fait d'erreur, qui était la description de l'épidémie de cancer. Et à cette époque-là, j'ai été le premier du sérail à dire que, somme toute, la chimiothérapie anticancéreuse avait d'excellents résultats dans certaines pathologies, ça tout le monde le sait, mais aussi des résultats beaucoup moins nets dans des pathologies infiniment courantes, cancer du poumon ou autres. C'est cet échec-là qui m'a valu d'être mis sur la touche, c'est comme ça qu'on dit poliment les choses. Et après, j'ai vécu la vie d'un homme à la fois respecté et marginal en même temps, et plein d'avanies comme savent le vivre les systèmes où, somme toute, on ne peut pas divorcer. Moi, je ne pouvais pas quitter l'assistance publique, et eux ne pouvaient pas me vider. Donc,
J'ai vécu des absences au tableau de garde qui n'étaient pas fondées vu que je n'étais pas sur le tableau de garde. J'ai vécu plein de choses. Ça n'est pas le sujet, ça n'est pas le problème. Mais pour vous dire qu'il y a derrière tout ça une difficulté d'avoir dit les choses et une difficulté d'un combat qui sera le même pour toute personne voulant se battre. Pour revenir à 1998, donc à l'écriture de ce livre, donc, qui s'appelait Métastase à l'époque, il me semblait évident que la mortalité par cancer n'avait pas fondamentalement évolué. C'est des courbes qui sont techniques. Vous avez à gauche les femmes, à droite les hommes, et c'est la mortalité par cancer entre les plus jeunes, qui sont en bas évidemment, les gens les plus âgés. Vous voyez que de façon logique, plus on est vieux, plus on meurt de cancer, et plus on est homme, plus on meurt de cancer que les femmes. Ce que l'on voit, c'est qu'on compare une population comparable. Il y a des façons mathématiques de suivre une population qui ne vieillit pas et ne grandit pas. Ça s'appelle redresser les courbes. C'est quelque chose qui sont redoutablement reconnus. Et vous voyez que la mortalité par cancer, entre 1960 et 2010, dans 19 pays économiquement développés, les États-Unis, le Japon, la France et ainsi de suite, elle est grosso modo stable. Vous voyez un début de baisse dans les années 90 pour les gens les plus âgés, mais vous voyez aussi une discrète montée jusque dans les années 1980. Ça, c'est des maths pures, mais ce qui est surprenant pour moi, c'est que ce tableau de bord, en clair, combien de gens meurent par an en France ou en Europe par cancer, tous sites confondus, c'est-à-dire la mortalité par cancer, le chiffre que l'on veut, eh ben, c'est nulle part. Nous avons été obligés d'aller utiliser des données qui sont sur Internet. Ça, c'est un travail de 5 ou 6 ans réalisé par Mireille Suma, qui est une mathématicienne qui travaille à Paris-Dauphine, avec l'aide de M. Vautrin. Mais ce tableau de bord simple, simplissime même quelque part, de où on va en cancérologie, vous ne l'avez nulle part. Il est impressionnant de voir que la mortalité, au fond, n'a pas bougé, ou à peine, mais par contre, les cris de victoire dans les années 2000 sur un traitement qui allait révolutionner la mortalité par cancer, eh bien lui, ça a été constant. Je comprends qu'il faut de l'argent, mais ce n'est pas une raison pour raconter aussi n'importe quoi. On voit, ça c'est la mortalité, là encore, dans 19 pays occidentaux, mais si on zoomait la France, on aurait le même genre de courbe, et la vallée de la Thur, on aurait probablement le même genre de courbe. On voit que la mortalité par cancer du poumon monte jusque dans les années 90, et puis s'effondre doucement, parce que on arrête de fumer, c'est logique. Mais on voit surtout 2 courbes qui, pour moi, sont extrêmement intéressantes. La courbe du cancer du sein, et vous voyez qu'on meurt autant par tranche d'âge, c'est-à-dire en comparant le comparable de cancer du sein dans le monde occidental aujourd'hui qu'en 1960. Par contre, il y a beaucoup plus de cancéreux qui sont guéris parce qu'on a détecté beaucoup de cancers indolents du sein, et ces gens-là, évidemment, sont guéris. Mais au fond, le nombre de morts par tranche d'âge dans le cancer du sein, ça a fait une évolution, ça a monté puis ça a baissé. Alors pourquoi ça a monté jusque dans les années 80 ou 90 et pourquoi ça baisse un peu là, j'en sais rien. Enfin, au fond, je n'ai pas d'hypothèse. Par contre, vous voyez l'absence d'impact clair des campagnes de dépistage. Vous voyez l'absence d'impact des thérapies modernes sur la mortalité par cancer du sein. Alors, si vous êtes optimiste, vous dites que comme il y a beaucoup plus de cas, on meurt tout stable, c'est un bénéfice de la médecine moderne. Et si vous regardez les chiffres avec une façon peut-être un peu plus caustique qu'est la mienne, vous voyez une absence d'impact. Par contre, je ne l'ai pas montré sur cette courbe-là. Vous voyez de temps en temps des miracles de la médecine. Vous voyez une forme de leucémie qui est traitée par le Glivec, et puis tout d'un coup, paf, la mortalité, en un an, chute de 50%, indiscutable, indéniable, clair, net, précis. La dernière courbe, qui est la bleu foncé, qui est en bas, c'est la mortalité par cancer de la prostate. On diagnostique 8 fois plus de cancer de la prostate en France aujourd'hui qu'en 1960. Donc une augmentation énorme du nombre de cas, plein de cancers de la prostate qui sont guéris, mais quand vous regardez le nombre de morts, là encore en tenant compte de la population standard, c'est-à-dire au même âge et par 100 000 personnes, c'est-à-dire
pas d'augmentation de la population. Vous voyez, ça ne bouge pas. On a baissé, alors si vous êtes optimiste, la mortalité dans les pays occidentaux par cancer de la prostate a baissé de 0,5% entre 2010 et par rapport à 1960. Donc vous êtes sur des courbes plates. Alors, par contre, le marché du cancer, lui, a infiniment progressé. Quand moi j'étais donc à Haute-Pierre il y a longtemps, le marché du cancer correspondait au marché de la constipation. Il y avait le même chiffre d'affaires et l'ensemble du cancer en chiffre d'affaires correspondait à l'équivalent du seul Mopral, qui était un anti-ulcéreux à l'époque à la mode. Quand la chimiothérapie dans le cancer sert à quelque chose. C'est une arme nécessaire, c'est une arme qui a son efficacité, elle a transformé la vie de certains cancers de l'enfant. Pourquoi ça marche mieux dans l'enfant que de l'adulte? Je ne sais pas. Et de certains cancers qui sont des cancers plus mous, type lymphome, leucémie, ça, il y a un bénéfice évident. Là, je vous mets une courbe, mais j'aurais pu en mettre plein d'autres, sur du glioblastome et un essai thérapeutique. Vous voyez un essai qui est positif. Vous avez une courbe de patients traités de façon standard, et vous voyez que, comme toujours dans les glioblastomes, c'est en mois. Non, c'est en jours. Excusez-moi, la survie est en jours. Ce n'est pas 200 mois, c'est 200 jours. Vous voyez que la majorité des malades sont morts à 6 mois, et la grande majorité d'entre eux. Et vous voyez que quand vous rajoutez, en l'occurrence, une chimiothérapie ici, mais peu importe la nature de la chimiothérapie dans ces essais-là, vous avez un effet positif. Et cet effet positif, il est relativement modéré. Et certainement, il ne change pas. La chose qui nous intéresserait, c'est le nombre de survivants au long cours. Je reviens à ces moments d'Alsace, qui étaient des moments où, somme toute, j'étais plus jeune, et ça, je le regrette, et en même temps, plein de certitudes. Il fallait faire baisser le cholestérol. On n'avait pas encore les statines, on avait des gels ou du clofibrate. On pensait que ça servait à quelque chose. Il fallait traiter par des vaccins, il fallait traiter les malades. Et vacciner à tour de bras, c'était diminuer le nombre de pathologies que l'on pouvait avoir. Et tout était simple, était clair. Le monde on allait dans le bon sens. Et quand maintenant, moi, 35 ans, peu importe après, je reviens, je trouve que dans mon monde à moi, qui est le monde du cancer, qui est ma spécificité, il n'y a plus rien de solide. Et je vois que ce à quoi j'ai cru, comme toute bonne étudiante en médecine, ça n'était pas solide. Donc je vais venir maintenant vers ce que nous avons essayé de faire. Ça a été une tentative de réécriture du cancer. Alors comment nous nous sommes organisés? On voulait, et moi je veux ça passionnément, et comme je le disais avant, l'étymologie de passion, c'est la souffrance. C'est-à-dire que j'y ai passé matin, midi et soir, plus le reste, à essayer de réécrire le cancer, pour en faire une maladie traitable qui soit un fléau d'un autre temps. Évidemment, tout seul, je ne peux pas. Je peux poser des questions, je peux arriver à ce que les questions aient un sens, mais au fond, tout seul, nous n'y arrivons pas. Donc, nous nous sommes retrouvés dans un groupe de médecins, mais aussi de mathématiciens et de physiciens, c'est-à-dire d'autres gens que des gens de la cancérologie classique, pour essayer de réécrire le cancer. Donc j'ai fait venir les outsiders, ceux que l'on n'attendait pas. La cancérologie est devenue, depuis 30 ou 40 ans, un marché majeur. La cancérologie est un marché prenant, et j'ai essayé de réécrire ça avec des gens qui n'avaient strictement rien à voir avec le système. Et pour que ça marche, il faut de l'amitié. Il faut un peu de pinard, pas de trop. Il faut une table et il faut réécrire les choses. Et c'est comme ça que ça marche. Et ce sont des questions qui sont somme toute très simples, du genre, on est passé par des questions, l'influence de la physique, enfin des choses qui sont... Est-ce que l'on pouvait arriver à réécrire le cancer en termes simples? Somme toute, un jour, je mange avec un spécialiste des éléphants à Sri Lanka, il y a une réserve d'éléphants à Sri Lanka, qui me raconte, les éléphants, quand ils vieillissent, ils font de l'Alzheimer, ils perdent leurs dents, ils deviennent un peu séniles et ils font des cancers. Donc on a affaire à des choses qui ont l'air universelles, et le cancer est
quelque chose d'universel, comme l'Alzheimer, le reste. Quelque chose qui est universel quand vous êtes dans une école qui est fondamentalement une école de mathématiques, ça vous implique des lois. Vous prenez une pierre, et elle tombe par terre, que vous soyez ici ou en Australie, c'est une loi de physique. Quand vous avez les mêmes maladies, quels que soient les animaux, qu'elles touchent toutes les races, toutes les populations, vous avez a priori quelque chose d'universel, et universel veut dire mathématique. Je ne vous passerai toutes les N réunions sur des sujets qui peuvent vous sembler futiles, du genre pourquoi on a des cheveux sur la tête et pas ailleurs, qui sont des divertissements pour essayer, avant d'aller dans des sujets plus lourds qui sont le cancer, mais au fond, c'est une quête qui est longue, est une quête qui n'a de sens que quand elle est validée, d'abord parce que l'on sait déjà, et puis surtout par des expérimentations. C'est ce que je viens partager avec vous, et c'est ce que je crois est quelque chose qui est porteur d'espoir. La première chose qui peut sembler lointaine au problème des malades à la minute, mais qui pour moi est clé, c'est comment ça fonctionne, comment vous, moi, fonctionnons. Ce vers quoi on arrive, c'est que la vie fonctionne dans un alphabet binaire. Alors, vous avez les 0 et 1 de l'informatique, et bien la vie, les cellules, qu'elles soient chez les éléphants, chez vous, chez moi ou chez les souris, ça marche de façon binaire. Votre cellule, elle a deux choses qu'elle peut faire, elle brûle ou elle synthétise, mais elle ne fait pas l'un et l'autre. Vous ne pouvez pas conduire une voiture en accélérant et en freinant en même temps, ça n'existe pas, ça cale tout de suite. Et bien, la même chose pour la cellule, elle fait de l'énergie ou au contraire, elle fait de la masse. Là, ce diagramme en bas, c'est la mitochondrie. Je vais essayer de ne pas employer des termes trop techniques pour ne pas vous perdre, mais toute cellule, il y a du sucre qui rentre, que j'ai marqué glucose, ça va jusqu'à la mitochondrie, qui est ce cercle, et quand la mitochondrie fonctionne, vous faites de l'énergie. C'est la centrale thermique. La mitochondrie, c'est un petit organelle qui ne se voit pas au microscope normal, il faut avoir le microscope électronique, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas habituellement. Eh bien, quand la mitochondrie fonctionne, vous fabriquez de l'énergie. En d'autres termes, la cellule brûle. Quand elle brûle, elle fait de l'énergie, et quand vous voyez les gens faire leur footing ou faire du ski de fond là-haut au Markstein, eh bien, ils courent, ils fabriquent de l'énergie, ils brûlent, ils ne grossissent pas. Si la mitochondrie, au contraire, est bloquée, si vous ne brûlez pas, vous faites de la masse. Et vous faites de la masse, parce qu'ici j'ai marqué biomasse, le sucre rentre, c'est pas brûlé, et vous allez faire tous les éléments chimiques qu'il faut pour que votre cellule se divise. C'est ça que j'entends par l'alphabet binaire de la vie. Soit la cellule brûle, elle fait de l'énergie, soit elle ne brûle pas, elle fait de la masse. C'est exactement ce qui se passe. Quand vous faites du feu, par exemple, vous avez besoin d'oxygène. Si vous n'avez pas d'oxygène, votre feu ne va pas brûler. Et la même chose pour la graisse. La graisse, c'est une façon de faire de la masse. Vous allez faire de la graisse dans des zones qui sont peu oxygénées, où il n'y a pas beaucoup de vaisseaux. Prenez un coup sur la fesse, vous ne saignez pas beaucoup. Mais vous avez, enfin, pas ici, mais à Paris, de la graisse. Par contre, sur la peau ici, un petit coup pour ceux qui ont eu des gosses, ça saigne tout ce que vous voulez, mais vous n'avez pas de graisse, parce que c'est oxygéné. Quand c'est oxygéné, ça peut brûler. Vous ne faites pas de graisse. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça l'alphabet binaire de la vie. Tout est structuré comme ça. Bon, alors après, vous avez le choix entre deux types de tissus dans le corps. Vous avez des tissus qu'on appelle différenciés. Ces tissus qui sont différenciés, ils font de l'énergie, ils ne brûlent pas. Vos glandes, votre corps d'adulte, vous ne faites pas de la masse. Vous brûlez, vous fabriquez un peu d'hormones, mais au fond, ça utilise de l'oxygène, ça brûle, et comme ça brûle, ça ne peut pas grossir. Aussi simple que ça. Et vous avez des cellules qui peuvent se multiplier. L'enfant, par exemple, est en synthèse. Quand un nourrisson, ça c'est des vieux souvenirs, vous lui donnez 100 grammes de poudre de lait, il vous prend 30 grammes dans la journée, parce qu'il est en synthèse. Et la température du nourrisson, elle est évidemment un peu plus faible, parce qu'il brûle moins, que la température de l'adulte. Et vous avez un exemple d'un tissu où là, on ne peut plus passer, on ne peut plus le faire rebrûler, ça s'appelle le cancer. Et le cancer, c'est ça. Moi, j'avais toujours vous savez, ces petites manies... pas méchante. Quand j'avais des étudiants en médecine, j'avais deux questions. Qu'est-ce que la vie ?
Ça, je ne vais pas vous la faire ici, à la minute. Ça sera peut-être l'occasion d'une autre conférence. Et la deuxième, c'est qu'est-ce que le cancer? Et qu'est-ce que le cancer? Vous trouviez un étudiant, vous lui répondez prolifération de cellules incontrôlées, malignes, broch. En clair, il n'avait rien compris, mais il avait récité son cours. Donc on lui donnait une bonne note. Mais après, on lui posait la question, qu'est-ce que ça veut dire que les cellules malignes? Et puis ça continuait comme ça, et jusqu'au jour où, si l'étudiant était bien choisi, il comprenait qu'il n'avait pas compris. Or, nous, ce qu'on a compris, c'est qu'on a retrouvé ce qu'avaient compris les autres en 1920, Otto Warburg, et bien le cancer, ça ne brûle pas. Et comme ça ne brûle pas, ça fait de l'acide lactique. Alors, je vais essayer de revenir un petit peu sur qu'est-ce que le cancer, et après, je vais vous expliquer comment le traiter. Alors, vous avez, comme toujours dans les choses auxquelles on n'a rien compris, ou pas compris grand-chose, vous avez des définitions qui varient de médecin à médecin, mais au fond, moi, en tant que clinicien, comme les autres, eh bien, quand on voit d'abord un cancer, c'est dur, c'est ce qu'on fait quand vous touchez un cancer, c'est dur, ça se voit tout de suite, c'est dur comme le bois des Vosges, en espérant qu'il vient des Vosges. Ça a une forme très particulière qui est une forme fractale, alors stellaire, ça capte le sucre et c'est à pH basique. C'est un travail que j'ai fait avec l'université de Louisville, au fin fond du Kentucky, où il y a un centre médical qui n'est pas trop arrosé au whisky. Et vous voyez, ça c'est une tumeur. Et quand vous mettez un capteur dans cette tumeur, vous mesurez la pression, et bien vous voyez que la pression normale est de 4 mm de mercure, et bien quand vous êtes dans un cancer, vous avez une pression qui augmente, qui est à 25 mm. Le cancer est dur. Ça a une forme très particulière, alors pour les médecins qui sont dans la salle, c'est cette forme fractale, stellaire, qui est très particulière, et surtout, c'est ce qu'on appelle l'effet Warburg. Au PET scan, pour ces malades qui sont dans la salle, ils en ont tous eu ou pratiquement, ça capte le sucre. Et ça, tous les cancers captent le sucre. Et ça capte le sucre, je vais revenir là-dessus parce que c'est un point fondamental. Là, vous voyez une masse ganglionnaire des deux côtés du cou et dans le médiastin, et vous voyez qu'il y a évidemment du sucre qui est dans les urines en bas, mais vous voyez que ce cancer est noir parce que vous avez injecté un sucre radioactif et que le sucre s'est fixé sur la tumeur qui consomme 10 fois plus de sucre que la cellule normale. Alors là, ça ne donne pas énormément sur cette diapo, mais le cancer est basique. Alors il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup parlé de ce qui était entour du cancer, qui est acide à l'extérieur, mais l'intérieur est basique. Et pourquoi c'est important? Pourquoi je vous ai fait ces 4 invariants? C'est que ces 4 paramètres qui sont majeurs s'expliquent par une seule chose, ça fermente, la mitochondrie ne marche pas, ça ne brûle pas. Quand vous ne brûlez pas, vous ne faites pas de gaz carbonique. Le gaz carbonique avec l'eau, ça fait de l'acide. Quand vous n'avez pas d'acide, ça vous fait un pH basique. Ça vous fait une augmentation de pression. Vous êtes en synthèse. Il n'y a qu'à voir les femmes qui veulent rentrer dans des robes trop saillantes. Vous voyez bien que vous n'y arrivez pas. C'est sous pression. C'est la même chose. Le cancer, tous ces différents paramètres du cancer s'expliquent par une chose. La mitochondrie ne marche pas, ça ne brûle pas, c'est sous pression, et comme ça ne brûle pas, il n'y a pas assez d'acide qui est fait, c'est basique. Et pourquoi c'est important que le pH intracellulaire soit basique? Mais parce que le génome, c'est de l'acide désoxyribonucléique, et qu'en pH basique, acide base, pour les souvenirs d'enfance, eh ben, c'est délié, eh ben, ça se traduit, et ça se divise beaucoup plus vite. Alors, Otto Warburg, c'est celui qui trouve ça. Il est de Fribourg-en-Brisgau, juste de l'autre côté de la frontière, d'une famille de banquiers assez connue. Et il dit, en 1920, le cancer capte du sucre qui ne peut pas brûler et il sécrète de l'acide lactique. Tous les cancérigènes, c'est ce qu'il dit à Lindo en 1956, vont cibler la mitochondrie. Tous. Et ça, Otto Warburg a raison, il aura 2 prix Nobel, un qu'il ne pourra pas prendre parce qu'il est en Allemagne hitlérienne. Il est d'un groupe d'Allemands, de prix Nobel allemands très connus pour ceux qui aiment la biochimie. Il y a Krebs, il y a Emden, Meyerhof, il y a Haber. C'est la grande école de chimie allemande. Et il dit, le cancer c'est ça, tous les cancers c'est ça. Quand moi j'étais étudiant en médecine, les travaux d'Otto Warburg étaient encore dans les premières pages des grands livres de médecine. Et puis progressivement, c'est parti ailleurs.
en grande partie parce que Warburg était allemand, qu'il est resté là-bas, qu'il n'est pas parti aux États-Unis comme sont partis les physiciens ou les chimistes. Quand il est revenu, la science allemande était moins à la mode, d'autant plus que ce sont les mêmes groupes qui ont probablement permis de travailler sur les gaz de combat, y compris le zyklon B, et que cette hypothèse centrale du métabolisme est tombée dans les oubliettes pour être remplacée par autre chose qui est l'hypothèse génétique. Bon, maintenant on va passer au traitement. La première chose, il y a des traitements du cancer qui marchent, qui sont majeurs, ça s'appelle la chimiothérapie. Mais au fond, on ne sait pas très bien comment elle marche. Alors, en boîte de pétri, c'est-à-dire isolée dans son environnement d'une petite boîte en plastique avec quoi manger, la chimiothérapie est toxique, tue les cellules, ça a été fait, refait, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on sélectionne les traitements. Mais chez l'homme, c'est nettement moins clair. Quand vous faites un infarctus, que les cellules meurent, dans les minutes qui suivent, vous voyez les marqueurs qui montent, c'est clair, c'est net, il y a mort cellulaire. Quand vous faites une chimiothérapie pour un cancer, quel qu'il soit, vous attendez 3 mois pour savoir si vous avez votre efficacité. Si votre médecin est plus pressé, ça peut être 2 mois, mais ce n'est pas 8 jours. Et ça veut dire que probablement, vous touchez d'autres cibles que les cibles qui étaient prévues. J'ai vu l'autre jour un malade qui avait un lymphome. Ce lymphome est un type de cancer ganglionnaire. Il est traité par CHOP, peu importe ce que veut dire le C, le H, le O et le P. C'est d'ailleurs aujourd'hui les mêmes traitements qu'il avait quand moi je faisais mes études de médecine. Eh bien, pourquoi on prend cela et pas d'autres? On est dans l'empirisme le plus total. C'est comme ça, ça a été écrit, ce sont des protocoles, termes diplomatiques, mais ce sont des choses qui ont été mises au point par l'expérience, pas du tout par de la science. Et quand on regarde au PET scan, si tu veux bien, on voit qu'on regarde l'efficacité du traitement. Là, c'est un cancer, vous voyez que vous avez dans le foie des nodules tumoraux là-bas ou des métastases. Et bien, vous voyez qu'après une chimiothérapie efficace, eh bien, vous avez la levée de l'effet Warburg, le sucre n'est plus présent ou n'est plus capté par la tumeur, et donc votre traitement est efficace et vous verrez la tumeur régresser. Donc, sur quoi on se trouve? On se trouve sur une première lecture du cancer comme un mode de fermentation, pour parler en plus rural, mais au fond, c'est ça. Et deuxièmement, des traitements qui, probablement classiques, marchent en levant cette fermentation cancéreuse. Donc, se pose évidemment la question de comment on va s'y prendre. Et là, pour moi, ça a été 10 ans de boulot avec un ami qui s'appelle Ramin, à Bolassani, et on s'est fait d'abord beaucoup guidé par Maurice Israël, qui est un biochimiste de renom, et on a lu tous les éléments qui pouvaient permettre de lever cette fermentation. Et on s'est fait des listes à n'en pas finir, de molécules qui pouvaient avoir un effet sur la fermentation. Alors, c'est évidemment pas exhaustif, et après, on a essayé de regarder si ça marchait. Et moi, j'aime les souris. Pas que je les ai soignées moi-même, mais j'aime le réel. Et la boîte de pétri avec des cellules innocentes qui se promènent, vous les guérissez toutes. Les souris, c'est déjà plus difficile, et les malades, c'est encore plus compliqué. Mais au fond, j'aime tester. Et donc, on a mis des cellules d'abord, puis surtout des souris en contact avec des agents antitumoraux que j'avais tous choisis pour être, alors c'est des listes, ça n'a pas d'intérêt à la seconde, mais c'est des listes de molécules qui pouvaient avoir une efficacité. L'idée que l'on avait, c'est qu'une molécule ne suffisait pas, sinon on l'aurait trouvée par le simple loi du hasard. Donc il en fallait au moins 2, et qu'il fallait donc injecter à la souris. Et vas-y. Donc on a pris des lignées de cellules, on a injecté du cancer de vessie, du mélanome, du cancer du poumon à des souris, et on a vu ce type de données revenir. Donc ça, c'est des jours. La souris, normalement, elle meurt en 2 mois. Et vous les traitez quand la tumeur est palpable, grosso modo. Et vous voyez, ça c'est des combinaisons, peu importe, que certaines combinaisons ralentissent l'évolution de la tumeur. Et là-dedans, on était dans un travail de Romain. Je vous dis 20 000 souris, c'est fait tout de même beaucoup d'animaux.
il faut les nourrir, il faut s'en occuper. Enfin, il y a aussi le côté d'hôtellerie pour souris qui est loin d'être trivial. Et puis, il faut injecter 2 fois par jour des traitements mesurés. Voilà. Et puis, en plus, les souris, de temps en temps, se mangent les unes entre les autres. C'est pas que ça, ces animaux. Et après, on a vu qu'il y avait une association qui est celle en rouge. Je reviendrai. Eh bien, dans tous les modèles, ça, c'est du cancer de vessie. Ça, c'est du B16, c'est du mélanome, un cancer extrêmement violent de la peau, avec un traitement donc j'ai appelé à plus tard métabolique. Vous ralentissez aussi l'évolution. Vous voyez que les souris survivent, alors que les souris traitées soit par rien, soit par chimio, elles cassent. La même chose chez le cancer du poumon. Donc on s'est retrouvé à l'époque avec des traitements qui étaient des traitements simples. J'avais choisi, mon but a été toujours de guérir les malades, pas de faire d'argent. Je vois les malades gratuitement et je me débrouille. Quand j'ai vu que ça marchait, c'est-à-dire il y a moins de 6 mois, j'ai laissé tomber les brevets. Je ne voulais pas me mettre dans une démarche financière qui, à mon avis, est plutôt toxique qu'autre chose. Donc j'ai choisi que des molécules qui étaient grand public, qui pouvaient être données aux patients, donc des molécules qui avaient ce qu'on appelle en français, et qui étaient accessibles soit en pharmacie, soit en parapharmacie. Bon, ça se potentialise avec la chimio, mais ce n'est pas le sujet majeur. Donc, on ralentissait l'évolution des cancers. Donc, après, je voulais les faire régresser. Donc, on s'est refait des listes. Et ce n'est pas simple, ces listes à faire. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez défiler des chiffres ou des nombres, mais tout ça, ça correspond à des groupes de 10 souris, et puis des listes et des listes. Et on est arrivé à faire régresser les tumeurs chez l'animal. Et c'était la première fois qu'on faisait régresser les tumeurs chez l'animal sans chimiothérapie. Là, c'est de l'acide lipoïque, l'hydroxycitrate, de la capsaïcine, un dérivé du poivre, et un anti-facteur de croissance. J'étais très content, j'ai pris la capsaïcine pour voir si je pouvais le filer au malade à un moment ou à un autre. Je me suis retrouvé au SAMU, j'ai arrêté. Donc on a cherché autre chose, et on a fini par trouver une autre molécule qui, chez la souris, était efficace, qui s'appelle la metformine, qui est un antidiabétique, qui est assez logique. Parce qu'on savait depuis longtemps que les diabétiques traités sous metformine faisaient moins de cancer en général, cancer du pancréas, mais aussi cancer de tous les sites. Et là, on se retrouvait avec un traitement, ça c'est des volumes tumoraux. Vous voyez que ça c'était le dernier là-bas, des souris traitées avec une association d'acide lipoïque hydroxycitrate et de metformine, et ça marchait. Donc, on arrive à une idée relativement claire de ce qui peut se faire chez l'homme. Et vous n'êtes pas là pour entendre parler des souris ni des modèles mathématiques, vous êtes là pour entendre parler, j'imagine, de la vraie vie et des vrais malades. On avait 2 façons de rouvrir la mitochondrie, c'est ça dont il s'agissait. Le cancer est une maladie où la cellule ne brûle pas, elle grossit, donc on espérait, ou on espère, ou on sait maintenant que de rouvrir cette mitochondrie va permettre à la cellule de brûler, et en brûlant, la masse ne va plus pousser. Et ça se fait parce que l'acide lipoïque que j'ai appelé ALA ici, c'est un traitement connu des neuropathies diabétiques, enfin, ce sont des molécules extrêmement connues, et l'acide lipoïque repermet de brûler au niveau de la mitochondrie, l'hydroxycitrate empêche que ça fuit vers les acides gras, et j'ai mis un peu de naltrexone à faible dose. Et là, j'ai traité, vous savez, ce genre de choses, ça va par radio tam-tam. Vous avez des données, vous publiez, les gens viennent vous voir. Dans un premier temps, c'est confidentiel. Et Antonello, qui est mort malheureusement maintenant, avait un cancer du côlon classique, une carcinomatose péritonéale, c'est-à-dire, en clair, il en avait partout. Et il a tenu plus de 5 ans avant de ne pas être réanimé dans un centre d'excellence. C'est comme ça qu'on dit les choses, poliment. Et il a pris mon traitement, on partageait le même bureau. Vous imaginez à la fois la violence, la difficulté et de tout ça. Mais il se savait perdu et tout ça a été des moments extrêmement forts. Juste vous montrer 2 diapos. Une première diapo de son cancer, vous voyez le scanner, c'est en rouge. Là, on est en 2009. Et la suivante en 2012, ça n'a pas bougé. Et il mourra en 2014. D'autres patients viennent me voir, toujours par radio tam-tam. Lui, elle, c'est la femme de quelqu'un avec qui j'ai publié plusieurs papiers sur la forme stellaire fractale du cancer. C'est une femme relativement jeune. Elle a un cancer du poumon métastatique au cerveau. On dit à son mari
qu'elle est mourante. Son mari croit son médecin et elle a ce qu'on appelle dans le jargon médical de base, enfin de salle de garde si vous préférez, elle a un lâcher de ballon, ça veut dire qu'il y en a partout dans le cerveau. Elle est confuse, désorientée et elle va survivre et elle est maintenant retournée au boulot. Vous vous rendez compte de la difficulté qu'il y a pour ces patients, pour les familles de patients, de ce genre de problématiques. On vous annonce que votre femme va mourir, il y a des gosses, il y a tout ça, ils ne meurent pas, mais ça rend dingue. Ça rend dingue tout le monde. Et c'est extrêmement difficile pour tout le monde. Et en même temps, je vais prendre des cancers de la prostate. Là, ce sont des cancers de la prostate récidivants. Les cancers de la prostate, l'hormonothérapie marche un temps. Et puis tout d'un coup, ça ne marche plus. Et vous voyez en rouge, avant le début du traitement, un PSA, donc, qui est ce marqueur dont je pense que vous avez déjà entendu parler, du cancer de la prostate qui monte, et ce n'est pas bon quand ça monte. Vous prenez un traitement métabolique et ça chute. Donc je vois ce genre de patients, les uns derrière les autres, pas tous beaux comme ça, mais je vois qu'il y a du signal. Et je suis un homme extrêmement respectueux de la hiérarchie, donc je vais voir les institutions de la République, en l'occurrence l'INCa, l'Institut national du cancer, armé d'une délégation à l'époque officielle de l'école polytechnique et en même temps d'une lettre de soutien du doyen d'Harvard. Je pense que ça fait sérieux. Je vais là-bas en leur demandant de commencer les essais et je me retrouve dans un boogie-booga, plus savoir très bien à qui je parle en réalité. Enfin, au fond, tout s'enlise et pour tous ceux qui ont connu l'administration française ou probablement le privé, c'est la même chose, on ne vous dit jamais non, mais on ne vous dit pas oui. Et puis vous ne savez plus vous y retourner, au fond, il ne se passe rien. Et ça, je vais le vivre une fois après l'autre. Au fond, on a un traitement du cancer, et je vais vous passer encore la suite, qui marche. Ce n'est pas parfait. Une lecture du cancer qui est soutenue par des dizaines de milliers de publications, des malades qui actuellement témoignent sur notre site qui s'appelle Guérir du cancer. Ce n'est pas facile de témoigner de son cancer devant la famille, devant tout le monde. Je veux dire, c'est parler de sa mort, les gens ont une forme de pudeur à parler de tout ça. Et ils témoignent, et un silence que je ne comprends pas, ou que je ne veux pas comprendre, institutionnel, qui fait que les essais n'ont pas débuté. Alors, en même temps, on n'est jamais les seuls sur la Terre. Heureusement, probablement. Il y en a un autre au fin fond du Nouveau-Mexique, c'est-à-dire loin de tout, enfin, pour moi en tout cas, mais il y a, paraît-il, aussi des pistes de ski, mais bon, qui lui témoigne que des cancers du pancréas métastatiques sont stabilisés avec l'acide lipoïque, on ne s'était pas parlé, et de la naltrexone à faible dose. Bon, il y en a 10, je ne sais pas combien est le dénominateur, mais enfin, il les publie. Donc, il est convoqué à l'Institut national du cancer américain, qui est une institution à côté de Washington, et ces institutions font leur boulot. Donc, ils veulent le nom des malades, ils téléphonent aux malades, voient que l'histoire est vraie, et puis après, il se passe la même chose pour nous. Rien. Rien poliment, mais rien. L'acide lipoïque, là, il le fait en intraveineux. Tous ces traitements ne coûtent rien. Enfin, ils ne sont pas ni toxiques, ni chers. Alors, nous, où on en est aujourd'hui? On en est à plusieurs choses. D'abord, tout ce que je vous dis a déjà été publié. Donc, tout ceci a au moins été revu par nos pairs. On voit que les glioblastomes, ce qui se passe dans le cerveau, c'est une vraie révolution. Les glioblastomes sont des pathologies épouvantables. En un an et demi, ils sont pratiquement tous au tapis. Au point où, moi, qui étais étudiant en médecine, on me disait, si tu as un glioblastome qui survit, eh bien, tu fais revoir l'histologie. C'est ce qu'on m'a appris. Donc, tu te vérifies que tu t'es pas trompé. Et là, on les voit survivre. Les 6 sont en vie. Il y en a un qui a rechuté malheureusement il y a une quinzaine de jours, donc on n'a pas tout compris. Et ils sont en vie à 3 ans. Ça n'est pas rien. La majorité d'entre eux témoignent sur notre site. Ce sont des vrais gens, comme vous êtes des vrais gens. Ce sont des gens lambda, comme nous sommes tous, mais qui ont le courage de témoigner. Donc ils existent. De la même façon, les patients atteints de métastases cérébrales, alors les métastases, vous avez compris, la pression dans la tumeur primitive est telle que paf, ça part,
et ça va se loger en aval, dans le poumon, dans les os ou dans les poumons, mais aussi dans le cerveau. Et les métastases cérébrales sont habituellement très rapidement mortelles. Et là aussi, on a plusieurs cas, dans le cas précédent que je vous avais montré, qui survivent. Ce sont des gens à qui souvent on a donné l'extrême onction. Je veux dire, ce ne sont pas des gens qui sont en pleine forme. Donc, c'est un début de quelque chose qui se passe et qui est extrêmement encourageant et qui contraste avec une forme de difficulté institutionnelle à faire ce qui devrait être fait depuis longtemps, c'est-à-dire les essais. Alors, quid des autres cancers? Alors, les autres cancers, on voit pour les patients qui ont des cancers du pancréas, du poumon ou des vacheries comme ça, on voit des réponses claires quand on est en début d'histoire. Le taux de réponse à la chimiothérapie dans les cancers du poumon est au mieux de 20%. Et au point qu'aujourd'hui, on utilise dans les cancers du poumon la même chimiothérapie que quand j'étais au 12e étage à Haute-Pierre. On peut dire qu'Haute-Pierre était un centre de progrès, mais enfin, il s'est quand même passé pas mal d'années entre-temps. Et pour les cancers du pancréas, c'est la même chose. Donc, on utilise les mêmes drogues et on voit, quand on les a au début de leur maladie, un effet combiné de l'acide lipoïque hydroxycitrate, donc ces molécules que j'ai traitées, utilisées sur 20 000 souris, d'une chimiothérapie douce et d'un régime cétogène, c'est-à-dire couper le sucre. J'y reviendrai après. Là, on a aussi l'impression d'un miracle, ou au moins d'un signal fort. Tous ces malades, là encore, témoignent, parlent. Il y a des timides qui ne veulent pas parler, d'autres qui veulent bien parler, et ainsi de suite. Tous ces gens vivent dans une forme d'expectative d'un monde meilleur et dans une forme de peur tripale de la rechute. Voilà. Là où c'est moins net, c'est dans les cas où les malades ont déjà eu chimiothérapie, après chimiothérapie, et ainsi de suite. Et la chimiothérapie, ça tue les cellules, mais en même temps, ça lèse les mitochondries. Et ces chimiothérapies lourdes, quand vous vous rappelez de la courbe que je vous ai montrée au début sur la survie des glioblastomes, vous les voyez rétrécir un moment, et puis ça flambe. Et ça flambe, et les gens meurent vite. Cette chimiothérapie, c'est cette partie. On montre toujours le taux de réponse, c'est-à-dire ça a diminué, mais c'est surtout ça qui est embêtant. C'est quand ça repart. Et ça flambe parce que les mitochondries sont lésées. Donc vous avez, avec les chimiothérapies classiques, type cisplatine, un effet double. À la fois, ça tue des cellules, mais ça va léser les mitochondries. Donc on se trouve, nous, maintenant, avec une vraie problématique, qui est une vraie problématique de décision sur qu'est-ce qu'on fait de ces malades. Les glioblastomes ou les métastases cérébrales qui vont bien sont des malades, là encore, en début d'histoire. Est-ce que ça marche chez ceux qui sont en rechute? Et s'ils sont en rechute, quel est le traitement optimal? Vraie question. Et pour les autres, est-ce qu'il faut, en début de maladie, traiter avec une chimiothérapie standard ou au contraire alléger la chimiothérapie en changeant le métabolisme? Ce sont des questions à laquelle moi, en tant que médecin, je ne peux pas répondre dans les structures normales. Comment on peut faire pour ceux dont on perd l'efficacité du traitement? Une mitochondrie, vous la voyez à gauche. C'est un petit truc très spécial. C'est suffisamment petit pour qu'on ne le voit pas au microscope normal. Et vous voyez des invaginations à droite à gauche. C'est plein de membranes. Et la membrane, c'est du gras. Et vous avez à gauche une mitochondrie normale. Et cette mitochondrie va vous servir à brûler. Alors, il y a une suite d'enzymes, je ne vais pas vous perdre là-dedans. Il y a des complexes, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis des tas de trucs. Et à droite, vous avez une mitochondrie dans un cancer. Type glioblastome, vous voyez que ça ne peut plus sortir l'eau, ça gonfle, ça ne marche plus. Comment peut-on améliorer l'efficacité de ces mitochondries? Et de ce que l'on voit, nous, aujourd'hui, c'est que tout pointe vers le gras. Je ne suis pas capable, à la minute, de vous dire ce qu'il faut faire. Je n'en ai pas le savoir. Je voudrais bien, mais je ne sais pas.
Vous savez, comme les gosses, de temps en temps, on ne sait pas. Et savoir qu'on ne sait pas, c'est déjà pas mal. Et vous voyez que les mitochondries sont très riches en lipides. Ça marche mieux dans la tête, qui est tout de même un territoire extrêmement gras. Pour ceux qui, comme moi, quand j'étais gosse, mangeaient de la cervelle d'agneau, ben c'est tout gras. Hein. Il y a encore d'autres... Chez l'animal, ça marche mieux que chez l'homme, parce que vous injectez dans la graisse sous la peau, donc dans une ambiance graisseuse. Les statines, qui sont des anticholestérolémiants, dont on parle beaucoup pour savoir si ça sert à quelque chose ou pas. Alors vieux pour les jeunes, vieil adage, quand 30 ans après quelque chose qui est sur le marché, on a encore à se demander si ça sert à quelque chose, c'est que c'est pas net. Hein. Et ben sur les statines, pour les gens qui sont sous statine, eh ben vous voyez bien, ça diminue le cholestérol. Le cholestérol est le premier constituant de la membrane. Eh bien, vous voyez bien que vous augmentez le nombre de cancers, vous lésez vos mitochondries, les gens qui sont sous statine, ils ont mal, ils n'arrivent pas à faire de l'effort, ainsi de suite. Quel est l'effet de l'oméga 3 ? Est-ce qu'il faut des insaturés, des pas insaturés ? Tout ça, ce n'est pas débroussaillé, mais c'est là où, pour les malades que je ne peux pas rattraper par les traitements classiques, j'aimerais aller, mais c'est un vrai gros travail de recherche, sans réponse à court terme. Après, maintenant, je vais, pour les 10 minutes qui restent avant les questions, revenir aux questions qui, moi, en tant que médecin ou chercheur, me semblent fondamentales. Le jour où vous ouvrez la boîte de Pandore du cancer, que vous voyez des gens, comme vous et moi, survivre, que vous avez un corpus scientifique qui est probablement correct, des dizaines de milliers de publications qui vont dans le même sens. Quand moi j'ai commencé à travailler sur l'acide lipoïque, il y avait 1 ou 2 publications qui suggéraient son efficacité. Il y en a 350 maintenant. Plus des analogues, c'est-à-dire des molécules proches, qui vont aller sur le marché et qui seront évidemment un peu, voire beaucoup, voire énormément plus chers. L'hydroxycitrate, il y a des papiers de l'Institut Gustave Roussy qui vont dans le même sens. Donc tout ça va dans un sens qui fait que c'est probablement correct. Après, vous ouvrez une boîte et qui est en réalité une relecture de la biologie et puis viennent toutes les questions. Il y a la question du cancer, qui est celle où moi, on ne me raconte pas de bêtises, je veux dire, j'ai fait ça depuis un certain nombre d'années pour ne pas me répéter, je sais. Mais il y a les autres maladies, est-ce que les autres maladies sont du même registre ? Et il y a une première maladie qui est la vieillesse. Et quand vous comprenez que le cancer, on brûle mal, je viens de faire du ski donc au Markstein avec un gosse de 17 ans, je vous assure qu'il n'y a pas photo finish sur le premier qui est en bas des pistes. Il brûle mieux, il a de l'énergie que je n'ai pas, et vous voyez bien que son énergétique est meilleur. Et que nous, au fond, on soit comme les vieilles bagnoles, et que notre rendement s'épuise, et qu'on marche de moins en moins bien, et qu'on casse, c'est pas complètement absurde. Et on sait aujourd'hui que de diminuer l'apport en nutrition, bah, ça retarde le vieillissement. On sait qu'il y a une façon de ralentir le vieillissement chez l'animal, c'est pas faire bouffer. Alors, il faut évidemment qu'il vive, mais vous lui faites diminuer la nourriture de l'ordre de 30-40%, ils tiennent. Et ils gagnent une espérance de vie de l'ordre de 30%. Pas rien. On sait aussi que les femmes qui ont fait une anorexie mentale, c'est une maladie plus fréquemment de femmes, eh bien, elles font moins de cancer. Vous avez, ou qu'à l'issue des famines, eh bien, les gens, s'ils ne meurent pas, eh bien, ils survivent plus longtemps. Vous avez tout un faisceau d'arguments pour dire que, eh bien, ménager son moteur, ne pas l'engorger et améliorer son rendement, puisse augmenter l'espérance de vie. Et en plus, alors je le mets juste là, les agents cancérigènes, le tabac, l'alcool, le soleil, ça fait vieillir de façon plus rapide. Et idem pour les neurotoxiques, il n'y a qu'à voir les têtes des gens. Vous savez, les gens qui ont été au soleil trop longtemps, je ne reviendrai pas sur le Markstein toutes les 2 secondes, mais quand vous prenez du soleil, ben, vous voyez bien que la peau vieillit de façon prématurée et en même temps cancérise. Et les fumeurs, ils font des cancers du tabac, du poumon, relativement jeunes, mais les gens qui n'ont jamais fumé, ils vous les feront, mais plus tard, à 90 ans. Ce n'est plus un problème de santé publique, mais ça existe. Donc, tout ça veut dire qu'il y a une deuxième question derrière, qui est le vieillissement. Alors, évidemment, se pose la question, peut-on, avec des molécules équivalentes, traiter les autres maladies ? Et là, moi,
Je ne sais plus. D'abord parce que je ne les ai pas au bout des doigts, comme j'ai le cancer. On a soigné, enfin c'est pas moi, c'est quelqu'un qui a soigné des maladies de Charcot. Il me dit que ces gens-là vont mieux. Ce sont des maladies épouvantables, qui sont des scléroses latérales amyotrophiques, qui sont des horreurs, qui valent bien les glioblastomes dans le monde des horreurs. Mais il semblerait que ces deux malades se soient améliorés. Je suis en train de réfléchir pour traiter les syndromes post-vaccinaux, les gens à qui on met de l'aluminium dans les vaccins. Alors, peut-être pas l'aluminium, mais il y a 99% de chances que ça finisse par être l'aluminium ou le mercure. Ils sont fatigués, épuisés. Est-ce que si on leur redémarre les mitochondries, ils vont pouvoir se remettre à marcher? J'en sais rien. Les syndromes post... Vous avez, le jour où vous ouvrez la boîte, vous avez une maladie derrière l'autre, dont au fond, et c'est pour ça que je tiens absolument à créer un groupe de médecins, au fond, il n'y a que l'expérimentation qui va vous répondre. Les souris, c'est très bien, mais au fond, ça reste des souris, avec tous les défauts des souris. Et au fond, il n'y a que l'expérimentation humaine, au sens noble du terme. Et croyez-moi, quand tout ça a été fait à un moment où nous sommes, nous, en tant que médecins, tenus à deux choses. Les expérimentations sont extraordinairement codifiées. Mais vous avez vu la courbe de survie des glioblastomes. Il y a un deuxième principe qui est au moins aussi important, c'est l'assistance à personne en danger. Quand vous savez que quelqu'un va mourir, qui n'a aucune chance, eh bien, je pense qu'il est légitime en tant que médecin, sous réserve que vous n'en fassiez pas un business, sous réserve qu'il n'y ait pas d'agenda caché dans le placard ou je ne sais trop quoi, il est légitime de les aider. C'est, à mon avis, notre rôle de médecin. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on constitue un groupe de médecins qui puisse tester sur ces maladies et d'autres, permettre que ça avance. Je suis, moi, stupéfait par le silence institutionnel. C'est-à-dire, on arrive avec une alternative qui ne coûte rien, qui n'est pas dangereuse, qui maintenant a été testée d'une certaine façon, même si le terme de test n'est pas bon, par des milliers de personnes, et au fond, un silence complet. Je vais venir sur la dernière chose, avant qu'on aille aux questions, qui pour moi est fondamentale. C'est une réécriture complète de la vie. Je vous ai dit au début, moi je vis dans un monde de matheux, d'intellectuels très intellectuels et bien névrosés. Et au fond, ce qui nous intéresse, c'est à la fois d'aider l'autre, on est câblé comme ça, et deuxièmement, de réécrire la vie. Ça peut sembler complètement hors de portée, mais au fond, ça ne l'est pas forcément. Et pour ceux qui ont fait un peu de physique, il y a 4 forces. Il y a 4 forces. Vous avez la pression, vous avez les champs électromagnétiques et vous avez les forces électromagnétiques fortes et faibles qui sont importantes pour la bombe atomique, mais qui, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas extraordinairement importantes pour notre discours. Est-ce que l'on peut résumer la biologie à ces 2 forces, la pression et les champs électromagnétiques? Est-ce que ça peut être de ce degré-là de simplicité? Est-ce que tout ça n'est que ça? Est-ce que nous allons vivre dans le registre de la biologie la simplification et l'unification de tout ce que l'on voit, du même acabit que le tableau de Mendeleïev, dont tout le monde se rappelle un petit peu sans avoir compris qui était quoi là-dedans dans ces tableaux? Est-ce que l'on peut arriver à une simplification de la biologie? Ça, c'est la partie qui, moi, m'occupe énormément et qui certainement me repose de la pression des malades. Je voudrais revenir aux malades. Je pense que, grosso modo, une simplification du cancer est probablement faite. Que le cancer ne soit qu'un mode de fermentation, effet Warburg, mais ça veut dire la même chose, c'est-à-dire que le système soit bloqué sur la synthèse constante, que derrière ça, il y ait un traitement qu'on a, mais que d'autres ont, qui puisse être efficace. Ça, c'est la partie que moi, je sais faire. Je ne suis pas un homme politique, je ne le serai jamais, je ne suis pas un leader d'opinion au sens... pour moi, c'est extrêmement stressant de parler devant autant de gens. Et croyez-moi, ça fait 48 heures que je tourne autour pour essayer de prendre le stress.
ou de me calmer. Je n'ai pas cette force-là. Au fond, ce que j'aime, et c'est pour ça que je suis là, c'est une certaine façon de transférer ce qu'on a compris, qui est, je vous répète, la science est correcte, le reste, on ne sait pas faire. Et ce n'est pas notre rôle. Le reste, c'est le rôle de tout un chacun, parce que, comme disait Daniel, on connaît tous des cancéreux, on a tous eu des problèmes à droite, à gauche, pour que tout avance. Et quitte à répéter encore une dernière fois, je ne comprends pas que les essais n'aient pas encore débuté. Chaque fois que je vais voir, et croyez-moi, j'ai remué, pas la Terre entière, mais en tout cas la planète cancer à droite, à gauche, je n'y suis pas arrivé. Il y a chez les malades une peur paralysante du changement. Il y a chez les institutions de la République une peur réelle du changement. Et il y a une attente qui est énorme de la part des gens pour un avenir où un fléau disparaîtra. Les autres, on en reparlera une autre fois. Je vous remercie.